On se retrouve pour lancer cette table ronde donc numéro 7 qui est vraiment particulièrement dédiée à l'acquisition d'une culture du risque pérenne par les populations et pour en étudier les limites et les leviers d'action. Pour modérer cette table ronde, on accueille avec grand plaisir Éric Samva. Donc Éric est le chef de délégation adjoint de la PIROA, cette plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien de la Croix-Rouge française dont on a beaucoup parlé hier. Éric, vous avez une longue expérience sur la question des risques aux Comores, à Madagascar, à Maurice, Mayotte, Mozambique, Seychelles. Vous avez travaillé sur la réduction des risques et catastrophes, aussi sur des opérations d'urgence. Et vous êtes diplômé de l'Université de La Réunion aussi et de l'Université de Québec à Montréal. Voilà, vous connaissez aussi d'autres territoires en Asie. Voilà, je vous laisse la parole pour... on peut lancer la table ronde numéro 5. Vous avez lu l'histoire des habitants de l'île de Simelu, au large de Sumatra. Comment ils vécurent le tsunami dévastateur du 26 décembre 2004. Comment relativement peu ils trouvèrent la mort, alors que l'île était totalement balayée par les vagues et que plus de 230 000 personnes périrent ce jour-là, dans la grande majorité dans la province voisine de Banda Aceh. Comment les habitants de l'île de Simelu, qui avaient connu par le passé un grand tsunami, s'était transmis de génération en génération la connaissance des signes précurseurs et le comportement à adopter, en l'occurrence se réfugier sur les hauteurs de l'île. Cela vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Alors, eh bien, écoutez l'histoire des habitants des îles de l'océan Indien. Cette table ronde traite de l'acquisition d'une culture du risque pérenne par les populations. Quelles en sont les limites et quels en sont les leviers d'action? La perception des risques naturels, ainsi que les risques sanitaires par les populations, est au cœur des préoccupations, mais aussi des difficultés rencontrées par les acteurs, notamment les acteurs humanitaires. Ils se heurtent parfois à des obstacles de communication avec les habitants, dont ils ne partagent pas toujours la langue et la culture, et dont une partie, notamment la population immigrée, fait face à des problématiques de survie quotidienne qui font passer au second plan ces risques ponctuels. Pour en discuter aujourd'hui, et je leur laisserai le temps de détailler leur long CV, mais pour vulgariser, je dirais que nous avons des experts dans leur champ d'action respectif. Nous avons ici en salle Madame Isabelle Foucard, coordinatrice académique risque majeur et référente ORSEC de l'Académie de La Réunion. Bonjour Isabelle, qui est là. Et nous avons également Amber Cripps qui modérait la table ronde précédente et Emmanuel Souffrin qui sont anthropologues et qui représentent aujourd'hui les études ethno-sociologiques de l'océan Indien. Bonjour Amber et Emmanuel. Et puis nous avons en ligne avec nous mon ami et collègue Navin Mahadou, le responsable des programmes de la Croix-Rouge de Maurice. Bonjour Navin, j'espère que tu nous entends bien. Il nous fait signe, c'est bon. On testera le micro un peu plus tard. Bonjour Eric, bonjour Eric, c'est bon. Très bien, on t'entend également, merci. Bienvenue Navin. Et nous avons Francisca Espinosa, qui est docteur en sociologie et psychosociologie, et qui je crois est en France aujourd'hui, ce matin. Bonjour. Bonjour Eric, bonjour tout le monde. Et donc je suis Éric Samva, chef de délégation adjoint de la PIROA et votre humble modérateur pour cette table ronde aujourd'hui. J'en profite pour remercier Virginie, l'équipe de la Fondation, Madame Fromageau, la vice-présidente, de m'avoir proposé d'animer cette table ronde et puis plus largement pour l'organisation de cette conférence très intéressante. Cela a été mentionné hier par le président de l'Université de La Réunion en ouverture de conférence. En partenariat avec la PIROA, un master risque et environnement a été lancé par l'université à la rentrée 2020. C'était le premier master risque et environnement de ce type dans les Outre-mer, ce qui est paradoxal puisque les régions ultramarines françaises font partie, en particulier dans cette région sud-ouest de l'océan Indien, des régions les plus exposées, les plus vulnérables aux risques de catastrophes naturelles et au changement climatique. Lors d'un cours que j'ai donné à ces jeunes étudiants réunionnais, mais aussi comoriens, malgaches et de Mayotte, j'ai été surpris et j'ai pris un petit coup de vieux, je l'avoue, que la plupart n'avaient pas entendu parler du cyclone Dina qui, en 2002, avait durement frappé l'île de la Réunion
Maurice également, et qui reste aujourd'hui considéré comme l'un des cyclones les plus violents ayant affecté l'île. Francisca Espinosa, alors que nous fêterons l'année prochaine les 20 ans du passage du cyclone Dina à La Réunion et pour les plus anciens, les 60 ans du passage du cyclone Jenny, vous avez mené sur l'île, grâce à une bourse de la Fondation de la Croix-Rouge française, un important travail de recherche sur la mémoire des catastrophes comme levier de résilience collective. Vous êtes intéressé notamment aux aspects psychosociaux de la résilience. Pouvez-vous nous parler, si vous nous entendez bien et si vous avez le micro, nous parler de vos principales observations et recommandations? Bonjour tout le monde. Je voulais commencer par remercier aux organisateurs et notamment à la Fondation Croix-Rouge de m'avoir permis de faire cette recherche. Et aussi, je voudrais remercier l'antenne de la Croix-Rouge qui a été d'une aide précieuse pour les contacts avec les personnes que j'ai rencontrées et aussi pour toute la logistique. Donc, avant de passer aux observations, je vais vous donner un petit peu le contexte de ma recherche et rapidement. Donc, cette recherche s'est intéressée à étudier la mémoire des catastrophes des Réunionnais. Donc, dans un premier moment, il était question de voir quels sont ses contenus, de quoi elle est faite, quels sont ses oublis aussi, pour ensuite, dans un deuxième temps, étudier et comprendre un petit peu cette relation possible entre mémoire des catastrophes et résilience. Donc, plus précisément, comment pouvons-nous penser la mémoire des catastrophes en tant que levier de résilience? Les terrains, je les réalisais à Saint-Paul avec deux groupes. Donc, le premier était les habitants de la commune de Saint-Paul et le deuxième groupe, c'était les acteurs administratifs et associatifs de la prévention et la gestion des catastrophes. Donc, par exemple, la TCO, la Pirois, la Croix-Rouge et la mairie. Donc, je vais passer maintenant au point numéro 1 de mon slide. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette mémoire des catastrophes à partir de cette recherche? Premièrement, il s'agit d'une mémoire qui est constituée principalement autour de l'expérience des cyclones. En effet, c'est les risques naturels les plus évoqués. Les autres risques, les autres risques présents dans l'île, comme le feu de forêt ou le tsunami, sont très très peu évoqués ou carrément omis, comme c'est le cas des éboulements de terrain. Cette configuration soulève une première interrogation, donc précisément quant à la préparation de la population réunionnaise face aux autres risques. Autrement dit, le fait de ne pas évoquer spontanément les autres risques ne sera-t-il pas un indice d'un besoin de construire et consolider une culture autour de ces autres risques que je viens d'évoquer? Et je pense notamment au risque de tsunami, qui est bien que rare, il a concerné l'île. Les derniers tsunamis de 2004 n'est pas mentionné spontanément. Et lorsque j'évoque, il se montre comme un risque mal connu par la population. Les interviewés, en général, ils ne connaissent pas son existence et non plus les comportements à tenir. Et donc maintenant, si on se concentre un petit peu sur cette mémoire des cyclones, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ce qui est présent et absent? On retrouve qu'il y a certains cyclones qui sont beaucoup plus présents dans la mémoire que d'autres. Donc, il y a par exemple Hyacinthe, Jenny et Firinga qui sont plus évoqués. Il y a d'autres qui sont un petit peu plus oubliés, au moins évoqués, comme Dina, dont Eric nous parlait tout à l'heure, Bégissa, qui est de 2014, et Fakir en 2018. Donc, cette configuration de la mémoire rejoint un petit peu la question qui s'est posée Eric, quand il nous a dit qu'il a pris un coup de vieux. Mais ce qui, au fond, c'est la question de qu'est-ce qui fait qu'on se souvient de certaines catastrophes et non pas d'autres catastrophes. Ou encore, comment expliquer que des cyclones plus récents, tels que Bégissa en 2014 ou Fakir en 2018, sont moins présentes dans la mémoire que ceux qui datent, comme c'est le cas de Hyacinthe de 1980 ou Jenny en 62 et Firinga qui est en 89. Cette question de disrelation avec les processus d'enregistrement et de mémorisation. Il s'agit bien évidemment des processus qui sont complexes, mais qui sont tout à fait pertinentes lorsque nous nous intéressons sur la question de comment pérenniser la mémoire des catastrophes ou encore de comment pérenniser la culture des risques qui est ce qui nous convoque aujourd'hui dans cette table.
Car si nous pouvons faire une relation entre mémoire des catastrophes et culture du risque, c'est celle de penser que la mémoire des catastrophes est ce qui permet de nourrir une culture du risque, à travers par exemple, l'expérience des expériences passées et la connaissance des risques des territoires, les catastrophes qui ont touché, et aussi le fait de connaître comment ils sont faits les anciens face à ces événements. Donc, dans ma recherche et afin de compréhension, j'ai proposé 3 modalités de la mémoire des catastrophes. Et donc, ce sont 3. Donc, une, c'est la mémoire passive, la mémoire active et la mémoire traumatique. Donc, je n'ai pas le temps de me attarder sur cette définition, mais on va revenir peut-être après dans le point numéro 4 et 5. Donc, je passe maintenant au point numéro 2 de ma présentation, donc la mémoire des cyclones entre virtuosité et spectacle. Donc, les représentations de cette mémoire, et particulièrement du cyclone, c'est un résultat qui est très intéressant parce que c'est quelque chose que je ne m'attendais pas du tout au préalable. C'est-à-dire que quand on parle de cette mémoire, on se rend compte que loin d'être remémoré comme un drame, voire un traumatisme, le cyclone est davantage porteur d'une connotation positive et bienfaitrice. Cette connotation positive est un lien à une fonction de nettoyage, principalement des ravines, mais aussi des microbes, des miasmes et des maladies. Et le cyclone aura aussi une fonction d'équilibre de l'écosystème à travers sa fonction de remplissage des nappes phréatiques. Donc, il y a une personne, par exemple, qui m'a dit « Nous, on dit, les vieilles personnes, les cyclones, ils enlèvent la maladie. » Ces représentations autour des cyclones viennent des récits des anciens qui ont été transmis de génération en génération. Et si on reste sur cette perspective de la mémoire des catastrophes, on pourrait faire l'hypothèse qu'elle est probablement en lien avec les cyclones de 1919 qui a touché l'île et qui est aussi a été nommé comme les cyclones de la peste, justement parce qu'on lui attribuait le pouvoir d'éradiquer la grippe espagnole. Plusieurs interviewés aussi ont utilisé le terme « un bon cyclone », justement pour désigner ces vertus du cyclone. Formule curieuse, j'ai donc demandé qu'est-ce que ça veut dire un bon cyclone. Le bon cyclone, ce sera celui qui ne tue pas, mais qui apporte de la pluie en temps de sécheresse, par exemple. Telle que se présente cette mémoire, on peut dire que c'est une mémoire qui n'est pas inscrite comme une mémoire dramatique ou traumatique. Elle est au contraire évoquée comme porteuse de souvenirs positifs, des souvenirs autour des moments de partage en famille, aussi le fait de ne pas aller à l'école pendant les temps des cyclones. La peur n'apparaît pas directement dans les récits, et quand elle apparaît, c'est davantage circonscrite à l'expérience où il y a le vécu des anciens. C'est les grands-parents qui avaient peur, c'est les parents, sûrement ceux qui ont vécu des drames avec les grands cyclones comme Jenny et Hyacinthe. Dans cette perspective, les personnes que je rencontre, ils s'expriment une sensation de sécurité qui apparaît en lien à l'évolution de l'habitat, des constructions plus solides et donc plus résistantes, et aussi à l'amélioration des systèmes de prévision, les systèmes d'alerte et France Météo. Petite précision importante par rapport à cette configuration de la mémoire dont je dis qu'il n'est pas configuré comme une mémoire dramatique, c'est que les personnes que je rencontre, ce n'est pas des personnes qui ont vécu, qui n'ont pas été sinistrées gravement. Donc, il faudra aussi faire une recherche du côté de ces personnes-là pour voir si la configuration est de la même manière ou pas. Probablement, il y a aussi un lien par rapport à la distance temporelle de l'événement, en ce qui concerne à la manière dont la mémoire va se configurer. On pourrait faire l'hypothèse que dans ces cas-là, la mémoire se configure plus sur une modalité traumatique qu'autre chose. Un autre, le fait d'être une région historiquement touchée par les cyclones comporte le risque de naturaliser, voire banaliser les effets du même en délaissant la dimension psychologique au deuxième plan. J'ai été surprise de constater qu'en 17 ans d'histoire, la CUMP, aux cellules d'urgence psychologique,
n'a jamais été appelé à intervenir en cas malgré son expertise en savoir-faire en cas d'événement à potentialité traumatique. Cette configuration autour des cyclones représente une force et une faiblesse à la fois. Une force car elle semble nourrir une culture des risques dans laquelle le cyclone est relativement intégré par la population qui connaît effectivement les principaux gestes à tenir en cas de survenue. Et une vulnérabilité, car si le cyclone est considéré comme faisant partie de la normalité, les risques tendent de sous-estimer sa dangerosité, et c'est là notamment lors de l'absence de cyclones rapprochés dans le temps. Donc, pour le point numéro 3, j'ai l'impression que je n'aurai pas le temps de développer, mais on pourrait revenir par la suite. Donc, je vais sauter directement au point numéro 4, qui est sur la mémoire des catastrophes et la résilience. Quelle relation pouvons-nous faire? Donc, nous savons, grâce aux historiens du climat qui se sont intéressés à étudier la mémoire des catastrophes, que c'est une mémoire qui est de courte durée. Il faut donc l'entretenir. Dans cette étude, la mémoire des catastrophes des Réunionnais s'est révélée sous la forme d'une mémoire passive qui nécessite d'être entretenue davantage. Il s'agit d'une mémoire qui reste en quelque sorte endormie en attente de la survenue d'une nouvelle catastrophe pour être réveillée. Dans ce sens, tant les acteurs que les habitantes ont la sensation que c'est une mémoire qui est en train de se perdre. Et ceci est à juste titre si l'on tient compte que c'est la famille, et notamment les anciens, ce qui était signalé comme la voie principale de transmission de cette mémoire. On s'aperçoit ainsi que l'absence des cyclones pendant les dernières années est paradoxalement considérée comme un risque. Il y a un des représentants des acteurs administratifs qui m'a dit, je cite, « L'effet qu'il n'y a plus de cyclones, la culture des risques est en train de s'effacer ». On observe aussi que bien que l'importance de cette mémoire soit reconnue par les acteurs administratifs, on constate qu'il y aura une distance entre cette reconnaissance et la mise en œuvre des actions concrètes qui aillent dans ce sens. Cette tâche semble reposer davantage sur les acteurs associatifs comme la Croix-Rouge, à travers le projet Pareil pas pareil, et aussi l'association Météor. On constate aussi donc que la mémoire des catastrophes a encore du chemin à faire pour avoir sa place dans les politiques publiques. À titre d'exemple, j'étais aussi surprise de la non-existence des repères des crues à La Réunion. Donc, plusieurs pistes restent à explorer pour que l'entretien de la mémoire des catastrophes redevienne active et qu'elle puisse être donc une porte d'entrée à la résilience collective. Tout l'intérêt de mémoire active est de favoriser un processus de résilience qui se construit en amont comme une résilience proactive dans le temps. C'est dans ce sens qu'on peut penser la mémoire des catastrophes comme un levier de résilience. Et je passe au dernier point, donc les pistes de travail ou préconisations. Donc, un premier point est bien évidemment autour de l'entretien de la mémoire des catastrophes. Dans le cas de la Réunion, c'est ce qui révèle cette étude, ça passera par exemple à travers la mise en valeur de marqueurs mémoriels déjà existantes mais qui sont peu connus. Comme par exemple, il y a une église en ruine de Saint-André qui a été détruite par les cyclones Eugénie, la mise en place des repères de crues également, et pourquoi pas, j'imagine, des supports visuels qui peuvent se faire en collaboration avec les artistes. Ce qui est important de retenir, c'est que pour que cette mémoire reste active, il est primordial que tous ces supports prennent des formes innovantes, créatives, qui touchent le plus grand nombre de personnes en suscitant l'intérêt et la participation. À titre d'exemple, il y a une fondation au Chili qui s'appelle Projetons la mémoire et qu'ils ont fait un travail très intéressant à la suite du grand tremblement de terre de 2010 et avec ce qui s'appelle les décombres symboliques. Donc, ils ont essayé d'incorporer les décombres à la suite de le tremblement de terre dans de nouvelles constructions, justement pour laisser une trace et introduire cette mémoire dans les nouveaux bâtiments et dans les espaces publics. Enfin, aussi d'autres types d'activités, comme des sorties vélo, avec des parcours où ils s'informent et sensibilisent sur les catastrophes naturelles, notamment les tremblements de terre. Et un deuxième aspect qui me semble important
et la sensibilisation de la dimension psychologique, concrètement sur les effets psychologiques qui peuvent avoir les catastrophes, et donc de l'importance de sa prise en charge. Et cette sensibilisation doit se faire en même temps avec les populations, mais aussi avec les décideurs politiques, les autorités, car c'est très important afin qu'ils puissent agir en conséquence lors des prochaines catastrophes. Car en effet, une prise en charge rapide, mais aussi à long cours dans certains cas, pour les sinistrés, s'avère crucial afin d'éviter des complications de psychotraumatisme. Voilà, il me reste combien de temps, Eric? C'est bien là comme ça, hein. Mais 1 minute pour conclure si tu veux. 1 minute, donc ok, bon, je voulais finir avec une note positive, donc cette idée de la citation à la fin, c'est dire que les catastrophes, ils sont aussi peuvent être aussi une porte d'entrée à la résilience, dans le sens qu'elles sont des révélateurs. Elles nous permettent de voir les inégalités et les choses qui ne vont pas, et donc imaginer d'autres modes possibles vers des sociétés plus équitables et plus soutenables aussi dans le temps, dans le respect de la nature. Donc il est important que si chaque catastrophe représente aussi une fenêtre d'opportunité, il est important que cette opportunité ne soit pas ratée. Voilà, je vous remercie. Merci Francisca de nous avoir rappelé qu'il n'y a pas que les cyclones dans la vie, hein. Il y a les tsunamis aussi. Et que donc il y a des gentils cyclones et des méchants cyclones, mais surtout qu'il est important de se remémorer de tous ces événements cycloniques pour maintenir une culture du risque, pas uniquement le risque cyclonique, mais l'ensemble des risques qui peuvent affecter la Réunion. Et puis on a vu aussi l'importance que ce soit fait de façon active, avec un ensemble d'actions qui peuvent être mises en œuvre pour entretenir cette mémoire des catastrophes. C'est pas quelque chose qui se fait naturellement, notamment lorsque des événements ne se produisent pas, s'il n'y a pas eu de cyclone ou de tsunami. Depuis 2004, c'est vrai qu'on a peu entendu reparler, donc maintenir cette mémoire des catastrophes de façon active. J'ai noté aussi le fait que les aspects psychologiques devraient être pris davantage en compte également, à la fois au niveau des populations, mais aussi certainement des intervenants, volontaires de la Croix-Rouge, secouristes notamment. Les acteurs humanitaires prêtent effectivement une attention de plus en plus particulière à cette dimension psychologique. À titre d'information, on est en train avec la Fondation, de démarrer une nouvelle recherche sur l'impact psychosocial des intervenants durant l'épidémie de Covid-19 aux Comores. Et plus globalement, le mouvement Croix-Rouge dispose d'un centre de référence psychosocial qui est hébergé par la Croix-Rouge danoise. Voilà, merci encore Francisca. Mais du coup, comment faire lorsque l'on fait face à une situation inédite ? À Mayotte, en mai 2018, une série de séismes a provoqué des scènes de panique au sein de la population que les autorités ont eu du mal à rassurer. En l'occurrence, le phénomène ne s'était jamais produit à cette échelle. Les autorités locales et les acteurs de la prévention des risques, dont la Croix-Rouge, ont dû sensibiliser en urgence la population quant au comportement à adopter face à cette situation nouvelle, ce qui n'a pas été chose aisée. En effet, de nombreux facteurs sont à prendre en compte lorsque l'on communique avec la population. Il est important de vulgariser les messages, d'utiliser les bons canaux et de les adapter aux différents publics ciblés, afin qu'ils soient suivis des actions attendues. C'était également le cas lors de la pandémie de Covid, on s'en doute. Amber Cripps et Emmanuel Souffrin, vous avez réalisé récemment à Mayotte une étude socio-anthropologique sur la perception des risques naturels afin que la Croix-Rouge puisse adapter ses méthodes et outils de sensibilisation dans le cadre d'un nouveau projet de coopération régionale à Mayotte et aux Comores. Votre travail portait spécifiquement sur Mayotte. Est-ce que vous pouvez nous raconter les faits saillants de vos travaux ? Alors, on va se partager l'intervention en deux. Je vais commencer, et puis après, Amber va parler un peu plus de la partie un peu pratique ou des préconisations qu'on avait faites à la suite de notre intervention.
En fait, pour commencer, vous avez un petit argumentaire sur l'atelier qui commence par la perception des risques naturels ainsi que des risques sanitaires par les populations est au cœur des préoccupations des acteurs publics et associatifs. En fait, l'intervention qu'on voudrait faire, elle renverse un peu cette formule et ce qu'on voudrait, c'est que la perception des risques naturels ainsi que des risques sanitaires par les organisations internationales est au cœur des préoccupations des habitants. Ces derniers, les habitants, donc, se heurtent en effet souvent à des obstacles de communication avec les acteurs institutionnels, locaux et internationaux, dont ils ne partagent pas toujours la langue et la culture et dont les problématiques de survie quotidienne peuvent parfois reléguer la question des risques naturels au second plan. C'est cette reformulation, en fait, ce renversement un peu qui nous semble important de prendre en compte quand on fait une approche, quand on est dans une approche voilà, ethno-sociologique ou socio-anthropologique. Avec Humber, on a donc mené, suite à un appel d'offres de la Pierrois, une étude pensée au départ comme une recherche-action sur la perception des risques auprès des familles et personnes vulnérables sur le territoire de Mayotte. En fait, on est arrivé à Mamoudzou à peu près 5 jours avant le déclenchement des mesures sanitaires et on a donc poursuivi notre travail d'enquête à la fois sur la Réunion et puis en visio avec les partenaires institutionnels qui étaient sur place. Donc effectivement, il y a 2 événements qui nous ont mobilisés, on va dire, lorsqu'on est arrivé. C'est une alerte d'un cyclone, c'était effectivement assez rare, c'est quand même peu fréquent pour Mayotte, et puis de nombreux tremblements de terre qui ont provoqué diverses réactions parmi la population. Et puis il y a un second aspect auquel on a dû, on va dire, rapidement prendre en compte, c'est que Mayotte affiche en fait un territoire multirisque et multi-enjeux, avec de la sécurité, avec un état administratif des personnes voilà, très inégal, avec une précarité sociale qui est très forte, une précarité sociale, économique et administrative qui est parfois très forte. Donc, comment on fait pour observer et surtout recueillir les comportements face aux risques. Et en fait, on a rassemblé 3 dimensions, les comportements vécus, les comportements observés et les comportements proposés, recommandés du point de vue des techniciens, des consultants ou des experts. Un peu comme cela se fait parfois en sociologie clinique du travail, entre travail prescrit, travail réel et travail ressenti. Donc la hiérarchisation des risques du point de vue des populations met en avant d'abord le quotidien, l'insécurité, se loger, accéder à l'eau et à la nourriture, et ensuite les facteurs naturels, le volcan, la mer, le tsunami, les séismes, les cyclones, et en dernier les facteurs sanitaires, la dengue, le corona, mais on était, lorsqu'on a fait l'étude, au tout début de l'enquête, au tout début de l'épidémie en 2020. Les facteurs déterminants des comportements, c'est-à-dire en fait, que faire, que doit-on faire, qui doit faire quelque chose, que fait-on pour faire face aux risques quotidiens, naturels, pour faire face à la vulnérabilité. On va dire d'un point de vue anthropologique, ça correspond à ce qui peut déterminer les comportements, les agirs des individus, sans tomber dans un espèce de déterminisme qu'on retrouve parfois, un espèce de déterminisme réducteur. Les risques naturels exprimés dans les entretiens se juxtaposent ou se chevauchent en fait avec les risques sociaux et sanitaires. Les discours qu'on a recueillis mettent en évidence la place accordée aux risques naturels parmi les autres préoccupations de la vie quotidienne, dans le contexte des réalités socio-culturelles et socio-économiques des populations de Mayotte, que ce soit à Mayotte ou à La Réunion. Les risques sociaux sont placés comme premier risque par nos interlocuteurs, la fragilité sociale de certaines familles, à Mayotte, les poussant à d'abord se préoccuper à trouver de quoi manger, de quoi se loger, comment travailler, comment se protéger des vols ou des expulsions. Par exemple, l'exposition au vol des maisons laissées inoccupées lors d'une évacuation est un facteur décisif dans le choix de se rendre ou non dans les centres d'hébergement. Et se regrouper et prier est une autre réaction pour faire face au danger.
3 grands facteurs, en fait, nous ont semblé influencer les comportements. Le premier, c'est les savoirs populaires. On en a parlé un peu. Ce qui se transmet comme expérience pour faire face aux risques. Le lien entre les phénomènes de pluie, par exemple, avec les glissements de terrain, voilà, sont bien compris, sont assez bien intégrés par la population. Le deuxième aspect, c'est les mythes et les croyances. On a plein de puissances telluriques ou octoniques ou d'esprits ctoniens, comme on veut, qui viennent de la Terre, qui ont été rapportés comme étant responsables des différents tremblements de terre. Et on a de très bonnes histoires autour d'un zébu qui est sous la terre et qui agite ses cornes, voilà, et qui fait donc trembler la terre de Mayotte. Et même si voilà, un certain nombre de personnes contestent un peu cette version, elles n'en connaissent pas moins l'existence et l'existence possible d'une bête souterraine qui ferait voilà, soulever la terre de Mayotte. On a d'autres exemples, c'est on a dans le Coran, on a une sourate, ou même plusieurs, mais il y en a une principale qui s'appelle Al-Kusuf, voilà, qui rapporte la possibilité d'une montée des eaux pour purifier quelque part l'humanité et pour purifier le monde. Et ça justifie la prière ou le sacrifice d'un animal pour calmer les esprits, à la fois ceux des hommes et puis ceux des esprits supérieurs. Il y a d'autres encore contes, il y a le conte de Zazilé, etc., la présence d'un serpent, des esprits planétaires qui peuvent arriver et qui peuvent venir voilà, pour secouer les hommes et donc secouer également l'île. On a donc tous ces éléments-là qui parfois confortent la sensation d'un comportement très fataliste qui attribue à une surnature, à une espèce d'au-delà, la cause des événements. Le troisième facteur qui sont quand même déterminants, qui peuvent influer en tous les cas les comportements, c'est tout ce qui est lié aux rumeurs, lié à la multiplication des circuits d'information dans les SMS et avec Internet, avec les créations de nombreux fake news en attribuant les mouvements sismiques à la création de puits de pétrole, à la création l'arrivée d'un tsunami, à la protection de Madagascar, voilà, sur les cyclones, etc. Donc, tous ces comportements et ces savoirs viennent en fait s'opposer à un discours scientifique sans lien, d'accord, malgré quelques tentatives avec ces savoirs. Et donc, il faut que je me taise si je veux que ma voisine parle, c'est ça? Bon. Donc, ce qu'on voudrait également relever, c'est 2 autres aspects que je vais juste survoler. C'est la façon dont, dans les familles, dans les communautés, les prises de décision se font. Qui décide quoi pour agir à un moment donné, donc il faut prendre en compte ça. Et la deuxième chose, c'est la place de l'oralité et la difficile transcription des messages. On est sur Mayotte, c'est une petite île, mais vous avez plusieurs langues, plusieurs modes de graphie qui peuvent exister et être comprises, on va dire, par les personnes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Je laisse la parole à qui va se mettre debout. Là, comme ça, je peux enlever le masque. Je suis loin de tout le monde. Mais ça, oui, c'est bon, ça marche. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de cette connaissance sur les comportements, les connaissances de la population et les pratiques en cas de risque? Donc nous, en fait, ce qu'on préconise, c'est presque d'avoir la culture comme une méthodologie. Donc pour pouvoir faire ça, on préconise d'agir pour, mais surtout d'agir avec. Donc vraiment une approche ancrée au niveau des localités. Et ça peut être, au lieu d'un défi, du coup, la culture, plutôt quelque chose, une opportunité, comme nous a parlé Francesca lors de la précédente intervention. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on s'appuie, par exemple, sur les canaux de communication existants, donc le fait que la mosquée est écoutée, donc tout le monde nous a dit ça, que ce soit la population ou bien ce qu'on a appelé les techniciens, donc les intervenants, nous ont dit que la mosquée, le cadi, est plus écoutée que l'État.
Donc cette perception, pourquoi pas alors à ce moment-là se servir de la mosquée. Et c'est déjà le cas, monsieur de la météo ici aussi nous a confirmé. Donc certaines alertes ont été mises au niveau des mosquées à travers les microphones des mosquées pour alerter la population. C'est une opportunité que la population se réunit et qui écoute la mosquée. Il y a aussi des personnalités locales ou bien des relais de confiance et il s'agit aussi donc du coup en utilisant ces canaux locaux existants, la structuration existante de la société, on peut en fait arriver à détourner les défis que représente par exemple la langue locale, le besoin de l'oralité, puisque ces acteurs sur place vont ajuster leur discours en fonction de la population qu'ils connaissent, dans laquelle ils sont ancrés. Donc il y a aussi une place importante pour les associations locales de quartiers, qui sont nombreuses au niveau de Mayotte, et qui peuvent donc faire ce relais. Ils connaissent déjà la population, comme ils nous ont montré lors de aussi la table ronde sur l'accès aux soins communautaires. Nous, justement, ce qu'on préconise, c'est aussi une approche intégrée des risques. Donc, comme l'a souligné Emmanuel, les risques environnementaux et risques naturels sont associés aux risques sociaux et aux risques de la santé. Donc, plutôt que de démultiplier les approches et d'avoir un agent communautaire sur ceci, une association sur cela, plutôt d'avoir une approche intégrée qui reflète donc les préoccupations de la population. Et que ce soit cette population même qui formule l'intervention. Donc si on passe par exemple à travers les associations, si on continue donc un peu cette démarche anthropologique d'aller auprès de la population et d'identifier les besoins auprès de la population, c'est eux-mêmes automatiquement, il y aura une prise en compte donc de cette structuration des priorités, puisque c'est eux qui la formulent. On pourrait aussi imaginer par exemple des mises en situation, donc soit en scène, mais moi je préconiserais plus d'aller dans le quartier avec peut-être un comité de gestion qui est identifié par les acteurs locaux, les volontaires au niveau des associations, d'aller dans une maison et d'avoir par exemple un son de cloche qui dit « Ah bah, il y a un tremblement de terre, on fait une mise en situation, qu'est-ce que les gens font ?» Et à ce moment-là, on va voir par exemple peut-être qu'il n'y a pas une table alors que la consigne donnée est de se mettre sous la table. Et ça crée une méfiance de la population envers les consignes de l'État, puisque les consignes ne correspondent pas à la réalité de la population. Donc, d'avoir vraiment une approche bottom-up et non pas top-down, ancrée au niveau de la communauté, que la communauté puisse identifier eux-mêmes les endroits de sécurité, où est-ce qu'ils vont se rendre. Donc, si quand ils se rendent au centre dédiés par l'État, ils ont peur en fait qu'on va contrôler leurs papiers et qu'ils vont être renvoyés aux Comores, bah, ils ne vont pas se rendre là-bas. Ou bien s'ils ont peur qu'il n'y aura pas à manger sur place et qu'ils vont de nouveau devoir se déplacer, et ben, ils vont préférer rester à la maison pour protéger leur maison des vols et pour ne pas s'exposer donc à ce contrôle par les autorités. Donc vraiment d'avoir une approche ancrée au niveau de la communauté et aussi peut-être dernière chose, parce que je suis consciente du temps, c'est d'avoir pour moi une approche donc opportuniste, je dirais. Donc Francesca aussi a parlé de l'importance d'avoir l'intérêt et la participation de la population. Comment on va faire ça? Pour moi, on peut faire ça en se focalisant sur les sujets du moment. Donc, par exemple, c'est pas obligé d'attendre qu'il y ait l'événement qui se produise, c'est un peu trop tard. Mais par exemple, il y a un cyclone qui affecte Madagascar. Ça va être un sujet de conversation. Donc, pourquoi pas profiter de ce moment-là pour parler des consignes en cas de cyclone sur Mayotte? Comment on va faire? Puisque du coup l'information va être diffusée beaucoup plus facilement et il va y avoir un intérêt de la population. On ne va pas parler d'inondation au début de la période sèche, par exemple. Donc c'est assez logique, mais c'est vraiment de se mettre dans la peau de la personne sur place et de prendre en compte leur logique plutôt que notre logique de la transposer.
Donc, mais ce n'est pas nécessairement, je vais finir sur ça, ce n'est pas nécessairement un défi en soi, c'est vraiment pour moi une opportunité. Donc si on s'appuie sur les structures existantes, sur les relais existants, les associations, les mosquées, en fait, eux vont faire ce travail pour nous. Il n'y aura plus besoin de traduction, mais il va falloir faire confiance que la traduction est bonne. Et donc peut-être qu'il faut, oui, une discussion sur, par exemple, les mots à utiliser dans, parce qu'il y a par exemple danger, il y a plusieurs mots différents en shimaoré, donc lequel utiliser. Mais cette traduction serait donc faite par les acteurs sur place. Voilà des propositions pour comment agir non seulement pour, mais avec. Merci à tous les deux, Amber et Emmanuel. Nous venons de voir l'importance de comprendre comment les populations perçoivent les risques, comment elles fonctionnent, quelles sont leurs croyances et comment nous pouvons, en tant qu'acteurs de la prévention et acteurs humanitaires, choisir les bons canaux de communication afin de changer le comportement et de contribuer à leur résilience. Je pense que c'est ce type aussi de travaux avec des spécialistes, on va dire des scientifiques, mais en tout cas des anthropologues, et qui font des recommandations concrètes. Je retiens juste des termes là un peu généraux, mais approche intégrée, approche participative, approche opportuniste, et qui nous permettent dans nos actions de tenir compte de ces recommandations pour pouvoir avoir un meilleur impact. Merci à tous les deux. Je vous propose, après ces deux premières présentations, s'il y a des questions dans la salle, il y en a une déjà là-haut, main levée, et également en ligne. Je ne sais pas si Virginie peut regarder pour moi les questions en ligne. Il y a Zoé, donc, qui est la responsable réduction des risques de catastrophe de la Piroie, qui est en salle. Oui, bonjour. J'ai une première question pour Francisca Espinosa. Et donc, merci Francisca pour ta présentation. Et très intéressant. Donc, tu as mis en avant la relation, les liens entre la résilience et la mémoire des catastrophes. Je voulais un peu renverser le discours en te posant cette question. Comment, selon toi, en fait, la réduction de la vulnérabilité à la Réunion et donc l'augmentation de la résilience pourrait justifier la perte de la mémoire des risques, plutôt que l'absence des cyclones. Voilà. Merci. Je ne suis pas sûre d'avoir compris bien la question, mais est-ce que tu peux reformuler un petit peu? Oui, en fait, désolée. En fait, dans les contextes réunionnais, bien sûr, on est en France. Donc forcément, le territoire réunionnais et les institutions, ils ont une majeure capacité, ce qui implique que la vulnérabilité en soi est mineure au risque cyclonique, par exemple par rapport à, je sais pas, à Madagascar, au Mozambique ou des autres pays moins développés de la zone. Et donc je voulais savoir, selon toi, tu penses que cette fait d'avoir une majeure capacité peut justifier que la population perde un peu la mémoire d'impact cyclonique, ou selon toi il n'y a pas un effet direct, une cause? C'est-à-dire, si je comprends bien, c'est-à-dire que ta question, le fait qu'il y a moins de vulnérabilité dans la perception de cette personne, par exemple quand j'évoque qu'ils disent qu'ils se sont en sécurité parce qu'il y a un changement de l'habitat, est-ce que ça y a une relation avec la perte de cette mémoire? C'est ça la question? C'est ça en fait, c'est le fait d'avoir un système, par exemple un plan ORSEC, des autorités prêtes à répondre, et donc aussi une mineure vulnérabilité, par exemple des bâtiments, etc. Donc l'impact forcément d'un phénomène mineur à La Réunion. Ça peut justifier cette perte de la mémoire, qu'au contraire il y a 30 années ou 40 années, c'était différent. Voilà. Moi, personnellement, je pense qu'il peut y avoir une relation, mais c'est aussi surtout cette sensation de sécurité et aussi le fait que les gens sont beaucoup moins impliqués dans le suivi des cyclones. Il y a aussi une perte de connaissances
pas seulement des cyclones, mais des risques en général, de pouvoir lire un petit peu les signes de la nature qui annoncent les cyclones et aussi les comportements à tenir. C'est-à-dire que le fait qu'il y a tellement des interventions et qu'ici, d'un côté, c'est bien, mais ça, en même temps, l'effet qu'il peut avoir, c'est que les populations restent un petit peu plus passives que dorénavant. Ça peut être une explication aussi qu'il y a une moins d'investissement par rapport à cette mémoire et à cette connaissance des risques, parce qu'ils se sont sécures et donc du coup, ils se sentent moins interpellés. Mais ce que je disais aussi, c'est que ce qu'ils disent les historiens du climat qui sont intéressés à étudier cette mémoire, c'est que cette mémoire, en général, on observe qu'il y a des courtes durées. On parle aussi qu'il y a des effets d'amnésie. Une possibilité, c'est que c'est en relation à est-ce que c'est quelque chose qui est aussi traumatique et que c'est une manière psychiquement de se dire comment on est habitué, comment on est obligé à vivre avec ces risques. Mentalement, on va essayer aussi de se le représenter d'une manière plus agréable, d'où on peut faire l'hypothèse de pourquoi à la Réunion il y a cette idée de les qualités du cyclone, la virtuosité des cyclones. Ça, c'est une possibilité. Mais je dirais que comme c'est la mémoire, c'est toujours complexe. Donc, il y a différents facteurs qui vont intervenir dans la perte de cette mémoire. Une, c'est cette passivité qui peut avoir la population parce qu'il y a une réduction des vulnérabilités, effectivement, comme tu les pointes avec ta question. Et deuxièmement, parce que c'est une mémoire qu'on observe que se perd rapidement. Combien de fois on voit après, quand il y a une inondation, les gens disent « Ah, mais ça n'est jamais arrivé », alors que quand on voit dans les archives, on se rend compte qu'il y a eu quand même des événements auparavant de longue date et pas si que de longue date. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, merci. Je ne sais pas, Eric, si j'ai le temps pour une autre question. Il y a d'autres questions en ligne, Zoé. On va peut-être essayer de prendre d'autres participants. Je vois qu'il y a Aude Sturma qui a levé la main, qui a mis la caméra, qui est prête à parler. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. J'avais une remarque en fait et une question pour Amber et Emmanuel que j'ai pu rencontrer par téléphone pendant qu'ils étaient sur leur terrain, que j'étais sur mon terrain à Mayotte. Pour moi, il y a un des plus grands freins aussi à l'efficacité des messages d'alerte, c'est d'éviter un peu, on va dire, le mélange des genres. Alors, je ne sais pas si vous l'avez retrouvé dans les entretiens auprès de la population. Il y a une dimension qui est importante à Mayotte, c'est la circalie, ce qui représente en fait l'administration et qui est perçu comme donc c'est l'administration à la fois les agents, les élus, mais aussi la police, et qui est vue comme étant très éloignée des préoccupations de la population. Et donc la dimension qu'Amber donnait tout à l'heure, c'est-à-dire la dimension de confiance qui est hyper importante en fait pour que les messages passe au mieux. Finalement, pour moi, là, il y a un vrai frein parce que les messages qui sont donnés, alors il se trouve que j'étais juste avant le cyclone fin 2019 sur Mayotte, et en fait, ils sont donnés par la police, souvent, qui est la même qui opère notamment les rafles des migrants. Et donc, ce mélange des genres aussi crée une peur, en fait, et brouille le message, en fait, de prévention. Alors, je sais pas si vous avez eu ces retours-là dans vos entretiens, mais pour moi, il y a aussi quelque chose à inclure, c'est-à-dire le travail de la préfecture derrière, qui porte à la fois la dimension sécuritaire et plutôt sécuritaire en fait de certaines parties du territoire, notamment en termes de présence illégale, etc. sur le territoire, et à la fois la dimension sanitaire qui est trop peu visible pour moi sur ces territoires sur Mayotte. Voilà. Merci beaucoup, Aude, pour cette remarque très pertinente. Et c'est exactement une des raisons pour laquelle je pense que c'est très important de passer par des gens qui sont considérés de confiance. Et la difficulté, donc, de faire passer des messages. Aussi choisir qui choisir pour donner quel message. Par exemple, on ne va pas non plus demander à la mosquée de parler de l'origine des volcans, puisque eux, ils ont une interprétation déjà de l'origine des volcans, peut-être comme un signe annonciateur de la fin du monde. Mais par contre, ils pourraient passer un message sur les consignes. Quoi faire en cas de cyclone, quoi faire en cas de tremblement de terre. Donc vraiment, cette importance de ne pas mélanger les rôles, c'est très vrai, et aussi d'identifier où sont
Par exemple, donc, dans l'évacuation lors du cyclone, les lieux d'évacuation doivent aussi être des lieux de confiance. Donc ce facteur de confiance est aussi par rapport aux lieux de sécurité, et donc la sécurité dans le sens qu'elle est définie par la population. Ce n'est pas seulement la sécurité par rapport au risque naturel. Merci beaucoup pour cette remarque. Merci. Merci Amber et merci Aude qui a également mené un travail avec la Fondation sur la gestion sociale de l'eau et risques sanitaires à Mayotte. Je vois qu'il y a d'autres questions, mais malheureusement on va devoir avancer un peu. On a encore 2 présentations et si on a le temps, on pourra revenir ensuite vers Hugo notamment qui a levé la main. Merci de patienter un petit peu. Pour l'instant, nous poursuivons donc notre voyage d'île en île avec Navin Mahadou. Navin, quelle position Navin? Correct, Eric. Ok. Donc la Croix-Rouge de Maurice mène depuis déjà plusieurs années des actions de sensibilisation au risque, notamment auprès des plus jeunes, à Maurice et à Rodrigue. Et on sait que ces 2 îles ont chacune leur spécificité. Concrètement, sur le terrain, comment la Croix-Rouge de Maurice s'assure, comment vous faites pour vous assurer que vos messages tiennent compte de ces spécificités et du coup qu'ils soient bien compris? Merci Eric. Et avant tout, bonjour à tous. Et je voudrais d'abord remercier la Fondation Croix-Française et la PIROA et aussi l'équipe organisateur de m'avoir donné la parole lors de cette table ronde. Et effectivement, le débat qu'on a depuis ce matin est très enrichissant. Et aussi, comme nous avons entendu dans les précédentes élocutions, les termes tels que la mémoire du risque, mémoire de catastrophe, culture du risque. C'est un petit peu cela que je vais présenter ce matin avec le temps qu'on m'a été alloué. Une expérience que nous avons vécue, nous, à la Croix-Rouge de Maurice, par rapport à un projet qui a été mis en œuvre ensemble avec la PIROA et qui est intitulé Jeunesse prend compte. Et Jeunesse prend compte veut dire les jeunes doivent prendre en compte tout cela. Et c'est quelque chose qui a été très étonnant. Moi, déjà, dans ma carrière de responsable de la gestion de catastrophes et de la réduction des risques au sein de la Croix-Rouge mauricienne, depuis 2004, après le grand tsunami, on a été étonné vraiment de comprendre cet aspect, mais aussi, comme Eric l'a bien dit, quand il était aussi, lui, devant une audience estudiantine, que effectivement on prend un coup de vieux d'un coup quand nous écoutons ces choses-là. Des jeunes maintenant qui ne comprennent pas le mot radiotransistor parce qu'ils pensent qu'ils seront toujours connectés avec leur téléphone, leur portable, etc. Alors tout cela, il va falloir pour comprendre tout cela, il va falloir qu'on retourne un petit peu en 2013, précisément en mars 2013, où l'île Maurice fait face à un gros événement hors du commun. La capitale, pour lui, est touchée par la pire des épisodes de pluie de son histoire. Et pourtant que pour lui est connu pour être une région sèche et très, très aride. Et en mars 2013, il tombe plus de 152 mm de pluie en 90 minutes. Le bilan de cette inondation est lourd, 11 morts, dont 6 dans le tunnel du Codan, pour ceux qui connaissent un petit peu Maurice et la capitale. Des dégâts matériels estimés à plusieurs millions de roupies. Et c'est une situation qui est très, très mal vue par toute la population mauricienne. D'une vue opérationnelle, la Croix-Rouge mauricienne, effectivement, est partie prenante des opérations de secours. Mais ensuite, après l'impact, on commence à réfléchir. Il est vrai qu'au niveau étatique, il y a une cour d'investigation qui est mise en place pour voir un petit peu les responsabilités, etc. Mais nous, au sein de la Croix-Rouge, nous, en tant que société nationale, qui travaillons beaucoup avec la communauté, est aussi étonnés. Du coup, une décision est prise au sein de la Croix-Rouge mauricienne de travailler avec une audience cible pour faire une enquête auprès des jeunes. Une enquête auprès des jeunes principalement parce que surtout sur les réseaux sociaux, etc., il y a eu beaucoup d'interrogations, il y a eu beaucoup de questionnements, pourquoi, comment, et comment est-ce qu'on peut s'attendre à des situations pareilles
dans l'avenir. Pourquoi pour lui, qui est connu comme une région aride et sèche, et tout d'un coup inondée par 52 mm de pluie? Alors, toutes ces questions étaient au sein des discussions, surtout des jeunes. Et nous avons été étonnés de voir que cette enquête nous démontre que malheureusement, notre audience jeune avait perdu cette culture du risque. Dans le sens, c'est que ils étaient étonnés de voir l'ampleur des dégâts et n'ayant pas été exposés à des risques majeurs pendant longtemps. Et pour ceux qui étaient un petit peu concernés par cette enquête, le milestone, comme on dit en anglais, était le cyclone Hollanda. Beaucoup étaient étonnés de voir, non, on n'a pas connu de gros cyclones, on n'a pas connu de gros épisodes de pluie qui causent des dégâts matériels aussi dévastateurs et aussi morts d'hommes. Alors, ils étaient vraiment arrivés à un moment où, quand l'alerte est donnée pour un événement pareil, c'est un jour de congé en plus. Il n'y a pas d'école et on est à la maison, on est protégé, c'est tout. Personne ne sera touché par la catastrophe. Et nous avons aussi vu que les grosses pluies, oui, mais ce que nous appelons des flash floods était quelque chose de nouveau pour cette audience. Et tout de suite, et la Croix-Rouge mauricienne, nous avons pensé effectivement, ensemble avec la Pirois, de mettre et de lancer ce projet Zenes Prend Compte afin d'éduquer et de sensibiliser cette jeune audience aux risques des aléas naturels, mais aussi aux effets de changement climatique. Parce que c'était une génération qui était vraiment pas exposée et qu'ils ils réagissaient pas comme les anciens. Les anciens, quand on parle de cyclone, même maintenant, quand on parle d'alerte cyclonique, ils vont tout de suite avoir une autre réaction comparativement à ceux qui n'ont pas connu. Alors, nous nous sommes fixés des objectifs à travers ce projet et pour que les jeunes puissent apprendre à reconnaître les risques majeurs et de cette connaissance, qu'ils puissent être partagés au sein de leur groupe pair afin de se préparer à agir en conséquence. Il fallait que les jeunes puissent comprendre les jargons qu'on parlait. Par exemple, tsunami, c'était des mots qui étaient étonnants pour eux. La région du sud de Maurice, qui est connue pour les zoules ou les gros vagues, même pendant que nous avons des anticyclones. Et au moment où ils ont entendu ce fameux mot tsunami ou les effets dévastateurs du tsunami, pensaient que c'était des choses qui étaient cachées par l'État pendant longtemps. Mais il fallait que vraiment, que ce soit une audience jeune ou autre, il fallait qu'ils comprennent la différence entre ces termes. Nous avons développé plusieurs outils ludiques et pédagogiques pour mener à bien ce projet. Et parmi les outils qui furent développés sont des livrets qui ont été utilisés au sein des écoles, qui sont en complémentarité avec les manuels scolaires. Nous avons développé des plateaux de jeux, mais aussi utilisé des contes. Parce que nous avons vu que c'était une méthodologie, une approche qui était mise un peu à l'écart avec la nouvelle technologie et le contage d'une histoire, etc. Alors, nous avons mis en valeur, le conte a été utilisé dans plusieurs régions de l'île, y compris celle de Rodrigue. Il y a à noter aussi, c'est que même que nous avons développé plusieurs outils, nous étions confrontés à plusieurs difficultés problématiques. Et parmi de mobiliser l'audience jeune pour les séances de sensibilisation était un problématique, mais aussi que tous les outils ne marchaient pas dans tous les endroits, que ce soit urbains, ruraux, et il fallait vraiment que nos équipes de volontaires puissent, en amont, comprendre l'audience où ils allaient intervenir et de choisir l'outil idéal, parce que, par exemple, le conte ne passait pas partout. Raconter une histoire dans une audience urbaine était un peu compliqué, rural, ça passait beaucoup plus,
parce qu'ils avaient toujours cette culture que les grands-parents racontaient des choses. On a vu aussi qu'à Rodrigue, et même que nos outils ont été développés en plusieurs langues, étaient développés en français et en anglais, mais le créole passait beaucoup plus à Rodrigue et que l'audience était plus réceptrice à ça. Mais encore une fois, confronté à d'autres difficultés, nous avons vu que cette audience rodriguaise faisait plus confiance à une connaissance autochtone que scientifique. J'ai entendu un petit peu sur cela tout à l'heure, et effectivement, eux, des messages passés par la préfecture et des messages passés par les autorités, oui, mais ils faisaient un peu plus confiance à cette connaissance que eux ils ont eue, qui a été transmise par les grands. Et le pêcheur de Rodrigue ils écoutent la radio, oui, mais il va sortir, il va aller sur la plage, regarder les vagues, regarder le temps, et c'est à ce moment-là qu'il va aller vers la pêche. Alors tout cela nous a fait comprendre que effectivement, il est important que nous gardons cette culture du risque, cette mémoire du risque vivant, et que cette audience jeune que nous avons, qui sont la génération future, puisse continuer à nourrir cette culture, puisse continuer à partager ses connaissances, parce que la perte de cette mémoire pourrait être désastreuse. Alors enfin, pour conclure, nous avons appris qu'il était important de comprendre de quelle manière la culture du risque était ancrée dans chaque communauté, mais aussi aux différentes audiences que nous avons. Mais aussi, c'est qu'il fallait que nous adaptions la façon de faire pour que nous puissions renforcer la résilience au sein d'une communauté vulnérable ou au sein de cette société, pour que les catastrophes soient perçues comme une menace, mais aussi contre la vie, mais aussi c'est que la communauté puisse accorder une importance primordiale pour continuer cette préparation. Alors voilà un petit peu ce que je voulais partager aujourd'hui en essayant de respecter ce timing de 15 minutes. Comment nous allons investir beaucoup plus, nous allons investir sur l'éducation, la sensibilisation pour garder cette culture du risque, cette mémoire du risque vivant. Merci beaucoup Navin, merci beaucoup d'avoir partagé l'expérience de la Croix-Rouge de Maurice qui illustre bien l'importance de la participation des communautés, notamment des plus jeunes dans vos actions pour justement contribuer à développer, j'allais presque dire à sauvegarder cette culture du risque. On pourra revenir vers toi Navin pendant les questions juste après. Culture du risque qui, on l'a entendu, passe aussi par l'éducation en milieu scolaire. À La Réunion, depuis 2011, la Croix-Rouge française met en œuvre à travers la PIROI le projet Paré pas Paré qui vise à sensibiliser l'ensemble de la population aux risques naturels et qui inclut en partenariat avec l'éducation nationale, plus précisément avec l'Académie de La Réunion, un important volet scolaire. Dans le cadre de ce projet qui fête cette année, c'est 10 ans. Décidément, ça fait beaucoup d'anniversaires pour une même table ronde, mais c'est important d'avoir des repères, on l'a dit. Depuis 10 ans, donc plus de 70 000 élèves ont pu bénéficier du projet et ont appris comment agir avant, pendant et après les 7 risques majeurs qui peuvent affecter notre île. Et ces enfants sont aussi d'excellents ambassadeurs, on le sait, afin de rediffuser ensuite dans leur cadre familial et dans leur entourage les messages clés. En 2019, le projet Paré pas Paré a été, dans le cadre d'une convention avec le rectorat, inscrit, si je puis dire, directement au sein du programme scolaire. Et aujourd'hui, ce sont les enseignants de CM1, CM2 et 6e qui diffusent directement l'enseignement. Isabelle Foucard, je rappelle que vous êtes coordinatrice académique risque majeur et référente hors sec de l'Académie de La Réunion. Concrètement, comment parvient-on à éduquer les élèves réunionnais au risque de catastrophes naturelles en milieu scolaire ? De par notre partenariat depuis plus d'une dizaine d'années maintenant avec la PIROI,
Alors effectivement, je ne veux pas du tout, moi, voir le volet ni médical ni anthropologique. Moi, je suis docteur en sciences, donc en fait, l'objectif, c'était, voilà le constat à La Réunion, et qu'est-ce qu'on fait, et comment on entraîne nos élèves, et comment on met en place notre méthodologie, donc quelque chose d'assez carré, scientifique, basique, mais qui fonctionne plus ou moins bien. Donc en fait, on a effectivement été entraînés par la Piroie qui est venue frapper à notre porte en 2011 et qui nous a dit, voilà, on a fait ce constat, est-ce que vous voudriez mettre en œuvre dans quelques écoles pour qu'on expérimente? Donc au niveau historique, vraiment, je vais vous faire quelque chose d'assez simple et très succinct, mais ça permettra de faire une transition après sur la méthodologie. Donc 3 écoles en 2011, donc à peu près 500 élèves entraînés sur cette thématique, nouvelle pour nous en fait, qui n'existait pas dans nos programmes à cette époque, et qui ont donné et porté leurs fruits, puisque en 2012-2013, il y a une dizaine d'écoles ensuite qui, sur la base du volontariat à chaque fois, ont émis le souhait de rentrer dans ce projet, paré, pas paré, qui parle très bien dans le créole réunionnais. Est-ce qu'on est prêt ou pas prêt à faire face à tel ou tel événement? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'entre-temps, avec l'ADEAL, puisqu'on a multi-partenaires à travailler sur ce projet, dont Météo France, qui est représenté là aujourd'hui avec son directeur parmi nous, c'est un travail vraiment collaboratif. En 2000, j'ai perdu le fil, avec l'ADEAL, une enquête a été menée et on s'est aperçu que au niveau local, le cyclone étant très très bien connu, avec des conduites à tenir qui sont relativement bien respectées, les autres risques majeurs, en revanche, étaient peu connus et encore moins leur conduite à tenir. Donc, on continue notre progression. 2014-2015, 6 circonscriptions, c'est-à-dire à peu près 180 écoles engagées, puis 9, pour aujourd'hui arriver en fait à la moitié de nos élèves de CM1, CM2 et 6e qui reçoivent cet enseignement. Forcément, au départ, c'est la Piroie qui s'est engagée avec des bénévoles, et aujourd'hui, ce sont des enseignants qui, à part entière, en fait, prennent en charge cet enseignement. Donc la méthodologie très simple, vous voyez qu'on est sur une phase expérimentale au début, ce qu'on appelle la phase pilote en sciences, où on teste ce démarrage d'enseignement par les bénévoles de la Croix-Rouge qui se sont investis à 100% et qui sont rentrés dans nos établissements scolaires. 2015, gros virage, nous, au niveau de l'éducation nationale, puisque les risques majeurs font partie de l'enseignement obligatoire au niveau de l'EDD, dans ce qu'on appelle l'EDD, l'enseignement, développement durable. Et donc, on a forcément un gros virage qui s'opère, puisque de la base du volontariat, forcément, on en est arrivé à, c'est imposé par nos textes, donc ça doit vraiment rentrer pour tous les élèves de cycle 3. Cycle 3, ça veut dire CM1, CM2, 6e. Concernant la troisième partie sur le déploiement des aspects pratiques, ça a démarré par une convention bipartite, forcément, entre l'éducation nationale et la Piroie, qui ensuite a été renouvelée. Une participation proactive de la Piroie, comme je vous le disais, en termes de l'entrée des bénévoles au sein de nos établissements scolaires, avec l'accord de notre recteur, évidemment. Forcément chez nous aussi une organisation avec un inspecteur des sciences référent qui devait piloter aussi tout cela, des conseillers pédagogiques derrière, des référents sciences aussi, et aujourd'hui on a des référents EDD, donc on a une centaine de personnes mobilisées sur ce projet aujourd'hui, nous en interne, en termes de ressources humaines. Les modules, ils sont au nombre de 8. Donc on a en fait des livrets qui ont été élaborés par la Piroie en concertation avec nos inspecteurs également premier et second degré, avec également aussi tous les partenaires techniques, forcément que nous remercions régulièrement, et en tout cas je le réitère. Et donc ces livrets ont été distribués tout d'abord aux élèves de CM1 et ils sont transférés dans les classes de CM2, et donc c'est un livret qui suit l'élève, pour éviter de donner tous les ans des livrets au CM1 et au CM2 et aux élèves de 6e. Donc il y a une forme aussi en fait de cette mémoire dont on parlait là depuis ces dernières présentations. C'est aussi la mémoire papier, la mémoire que je garde. Je suis en CM1, on en a parlé, on le garde ce livret, on le réutilise en CM2. Pour nous, c'est aussi une réactivation de la mémoire de l'élève. C'est ce qu'on appelle les progressions spiralaires en termes de pédagogie.
Et elle se maintient en tout cas sur 3 années. Alors ça reste peu comme enseignement, puisqu'en fait on a 3 modules d'1 heure en CM1, 3 modules d'1 heure en CM2 et 2 modules en 6e. Ceci étant dit, on réfléchit avec la Pirois pour pouvoir étendre cela à nos cycles 4 ou 5, c'est-à-dire vers le lycée, pour qu'on puisse réactiver, non pas sous forme d'un enseignement assez simple et facilité pour nos élèves d'une dizaine d'années, mais sous forme de projet plutôt. Voilà, c'est une réflexion qu'on a depuis 2-3 ans sur ça. Comment peut-on aussi réinvestir cela avec des lycéens. Voilà. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est pour essayer de comprendre, puisque c'est un enseignement nouveau, l'impact de cet enseignement sur 3 heures. Il y a un questionnaire d'entrée qui est envoyé, élaboré avec la Pirois, qui est envoyé aux enseignants, et un questionnaire de sortie, c'est-à-dire qu'au bout de l'année, qu'est-ce que les élèves ont pu retenir et quelles étaient leurs connaissances initiales aussi. Donc ça permet de mesurer et d'avoir des indicateurs plus ou moins fiable, parce que ça dépend aussi de la manière dont le questionnaire a pu être perçu par l'élève. Enfin voilà, ça après ça reste de l'individuel. Hein. Mais cette évaluation était importante pour pouvoir voir l'impact de cet enseignement et comment il peut être perçu par des petits. Hein. Ça reste des petits, hein, CM1, ils ont 8 ans, 9 ans, 10 ans. Voilà. Quels ont été nos défis? Parce qu'il y en a eu. C'est que tout départ, déjà l'éducation nationale est le premier employeur de l'île. On est 22 000 salariés, donc vous imaginez pour la communication aussi. Est-ce que tout le monde reçoit la même communication en temps et en heure? Voilà, 22 000 mails, sachant qu'on a 15 000 enseignants. Donc voilà, quand on touche des élèves, des profs de CM1, forcément ça passe par un inspecteur, puis par le directeur de l'école, puis ça arrive à l'enseignant. Donc c'est sûr qu'on a des transmissions d'informations en fait qui peuvent s'avérer lentes. Voilà, moi j'ai travaillé dans le privé avant, ça fait 10 ans que je suis à l'éducation nationale. C'est vrai que la formation, elle transite pas de la même manière, la rapidité n'est pas la même. Mais en tout cas, on essaye de faire au mieux avec des relances, avec à chaque fois des transmissions d'informations qu'on essaye de faire efficaces. Mais on a forcément quand même un système pyramidal d'un inspecteur d'académie qui donne les consignes à ses IEN, qui les retransmet au directeur d'école, et ensuite l'enseignant forcément à l'information sur le terrain pour pouvoir mettre en œuvre le projet. Donc on peut avoir une information qui est lente parce que c'est comme ça, et puis parfois imparfaite, parce que certains enseignants vont pas regarder leurs mails tous les soirs, comme nous on peut des fois le faire parce que ça devient systématique. Ce sont des gens qui restent de terrain, qui sont aussi beaucoup dans leur école et qui sont pas connectés comme nous on peut l'être derrière un ordinateur de manière systématique. Le défi qu'on a eu aussi, c'est que c'était la première fois qu'on demandait à des enseignants de faire des remontées de données d'information. C'est-à-dire que normalement, ils ont des programmes, ils les suivent, ils ont une inspection une fois tous les 2 ans, mais sinon, en fait, personne ne vient dans leur classe leur demander des retours et des questionnaires. Donc là, on s'est un peu confronté aussi à une nouveauté pour eux, en leur expliquant que c'était pas forcément pour vérifier ce qu'ils faisaient, mais qu'on avait besoin d'avoir des données d'analyse sur ce qui était mis en place et comment c'était perçu aussi. Donc on a forcément reçu, on a fait des récoltes de données parcellaires, c'est-à-dire que si on envoie à 300 écoles une information, on va pas avoir 300 réponses. Voilà, on n'a jamais 100% de réponses. Il y a, c'est parcellaire. La grande réflexion à ce jour, c'est comment transmettons pour des élèves de CM2 nos cahiers d'activité aux élèves de 6e. Enfin voilà, quand ils passent en 6e, bien souvent en fait, soit tout ce qu'ils ont de leur CM2, c'est parfois envoyé directement à la poubelle jaune. Le cahier d'activité qu'on leur a remis donc peut être également lui perdu et mis à la poubelle. On essaye de voir avec nos coordonnateurs en fait de réseau pour que ce soit eux qui peut-être transitent en fait, qui récupèrent tous les cahiers d'activité de nos élèves de CM2 et que ce soit redonné au collège en lien direct, parce qu'on pense que le fait on est en train de tester là cette année.
parce qu'on pense qu'il y a une perte et une déperdition importante du cahier d'activité papier si on le laisse aux familles. Voilà. Parce que il va y avoir 1 mois et demi, 6 semaines où il est dans la famille. Alors, ça peut être un point positif, et c'est tout ça le grand débat. Ça peut être un point positif de le laisser dans la famille, parce que la famille peut aussi se dire, tiens, t'as un cahier, qu'est-ce que c'est? Et en parler. Mais on n'a pas encore fait le choix à ce jour, et on est encore en phase expérimentale sur ces transmissions entre ce qu'on appelle le premier, les écoles, premier degré, et le second degré, le collège. Pour justement pallier à cette l'habilité cérébrale aussi qu'on évoquait sur la mémoire, hein, on est en partenariat aussi avec la préfecture sur plusieurs projets. Donc on a le projet Paré pas paré avec les 10 ans qui ont été fêtés dans une école avec la présidence de la Croix-Rouge, la rectrice qui était présente, mais on a aussi des projets qui s'appellent Mémoire des cyclones et que l'on met en œuvre auprès de nos écoles pour pouvoir justement nourrir cette réflexion avec la préfecture et savoir comment faire au mieux pour réactiver la perception du risque en tout cas et cette mémoire. Bien entendu, en fait, quand les programmes sont arrivés en 2015, nos enseignants ont commencé à tirer la sonnette d'alarme, mais on n'a pas été formés. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est du scientifique. Il faut savoir qu'on a beaucoup quand même d'enseignants qui proviennent de la filière littéraire. Donc, quand vous leur parlez de mouvements de terrain, d'inondations, de flux, de plaques tectoniques, c'est pas des données forcément qu'ils ont sur le bout de la langue, ni sur le bout des doigts. Donc on a lancé avec la Pirois une co-formation en fait dans notre programme académique de formation qui commence aujourd'hui à vraiment donner ses fruits. Hein. On touche presque 300 enseignants formés, ce qui est encore rien au regard de tous ceux que nous possédons en classe de CM1 ou CM2. Toutefois, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, c'était forcément sur la base du volontariat et qu'aujourd'hui, on en est maintenant à un système beaucoup plus actif où on oblige quasiment en fait les enseignants à participer à des sessions de formation en circonscription pour pouvoir justement être mieux aguerris et mieux formés. Voilà. Isabelle, je m'excuse, je vais demander d'aller vers les orientations rapidement pour essayer d'avoir du temps pour des questions ensuite. Oui, mais là j'ai fini. Ce que je voulais en fait, c'était vraiment dire que c'était un programme qui était opérationnel, fonctionnel, et vraiment avec un partenariat très fort avec la Pirois, qui nous a entraînés au départ et qui maintenant en fait nous a lâché du lest en disant voilà, c'est à vous de continuer et on y arrive. Mais maintenant je reste à votre disposition et si vous avez des questions. Merci. Merci à vous. Juste avant de passer aux questions, donc c'est le rôle de l'éducation, effectivement, paraissait évident dans la construction de cette culture du risque. On voit bien que c'est pas si simple à mettre en œuvre. Ceci dit, la Réunion et du coup les îles de l'océan Indien, puisque cette méthodologie qu'Isabelle a décrite très brièvement a été aussi dupliquée, adaptée aux autres îles. Et aujourd'hui, la région des îles du sud-ouest de l'océan Indien est un peu précurseur en matière d'éducation au risque en milieu scolaire et plus largement en milieu communautaire. Et j'en profite pour mentionner que l'on vient de sortir un guide méthodologique et une boîte à outils forte de ces 10 ans d'expertise et de capitalisation qui sont maintenant mises à disposition de l'ensemble des acteurs. Merci Isabelle. On va ouvrir les questions. Alors je sais qu'il y a 2 questions en ligne, il y en a une dans la salle. Je propose peut-être juste de prendre la question en ligne de tout à l'heure parce qu'il y avait Hugo Drian qui avait déjà levé la main, qui depuis Mayotte qui n'a pas santé. Je ne sais pas si Hugo est toujours en ligne. Hugo, si tu veux bien poser la question. Oui, ouais. Oui, bonjour. Bonjour Eric. Alors j'ai une double question, sinon ça permettra de faire le lien entre la première intervention et la dernière. Donc la première question à Madame Espinosa, c'est est-ce que du coup par rapport aux bons cyclones, y a-t-il aussi des mauvais cyclones? Est-ce qu'ils ont un lien avec les cyclones oubliés, comme par exemple le cyclone Dina? Est-ce que c'est quelque chose qui a un lien du coup de corrélation, ou est-ce que c'est juste une coïncidence? Et la deuxième partie de ma question est adressée à Mme Foucard, du coup, qui a du coup évoqué un programme sur la mémoire des cyclones dans les écoles. Est-ce qu'il y a des orientations dans ce programme qui reprennent par exemple des conclusions de recherche comme pour Mme Espinosa sur par exemple les aspects cognitifs sur les bons cyclones et les mauvais cyclones?
à l'adresse des élèves de CM1, CM2, 6e. Voilà. Merci. Pardon, je précise juste que Hugo est notre chargé de projet GRC à Mayotte. Bonjour. Merci Hugo pour cette question. Je ne sais pas qui va... Je commence? Oui. Vas-y, Francisca. En fait, cette idée de bon ou mauvais cyclone, c'est ce qui apparaît dans les entretiens, mais je ne sais pas s'il y a de mauvais cyclones. C'est ce qu'on laisse comprendre avec l'utilisation de ce terme de bon cyclone, c'est justement cette idée de ces représentations de cyclone comme quelque chose de positif, avec ses fonctions bienfaitrices. Je pense qu'un mauvais cyclone, ce sera ceux qui tuent, parce que c'est ce qu'il dit cette personne dans la citation, c'est les bons cyclones, c'est ce qui permet le remplissage d'un nappe phréatique, mais ceux qui ne tuent pas. Quand tu poses cette question, c'est intéressant aussi que je puisse revenir sur ça, parce que c'est l'idée le processus d'enregistrement que je n'ai pas eu le temps de développer, mais il semblerait que les cyclones les plus remémorés, c'est par rapport à la capacité de destruction qu'ils ont eue, donc les morts aussi, parce que les cyclones qui ont été les plus cités, ce sont des cyclones qui ont occasionné la mort. Tandis que les autres qui sont plus récentes, qu'on pourrait dire, voilà, pourquoi on ne se rappelle pas de ça, qui sont plus récentes, c'est un cyclone qui n'a pas eu de mort. Donc il y a quelque chose quand ça touche l'ordre du sensible, ça permet aussi que reste dans la mémoire plus longtemps. Et il y a un auteur qui s'appelle Hulbert, qui nous dit aussi, qui nous apprend, qui s'intéresse aussi à ces processus d'enregistrement, qui nous dit que c'est un lien, c'est-à-dire qu'on se rappelle plus de certains événements catastrophiques que d'autres, surtout quand il y a des espaces commémoratifs publics. Ces espaces commémoratifs publics sont importants à plusieurs reprises, à plusieurs niveaux. D'une part, ça permet d'inscrire l'événement comme quelque chose qui a eu lieu, qui s'est déjà passé. Donc, dans ces termes, en termes de réparation et reconstruction, c'est très important en termes psychologiques. Mais c'est aussi des espaces qui permettent de la rencontre et la création d'une mémoire locale. Donc, renforcer et réactiver la mémoire des risques, la mémoire des catastrophes, par exemple. Ça permet aussi, et ça pour finir, puisque je ne vais pas prendre trop la parole, ça permet justement ces espaces de mettre en commun certains souvenirs. Donc on peut faire une distinction entre souvenirs communs et souvenirs partagés. Le souvenir commun, c'est les gens qui ont vécu l'événement de l'intérieur. Et dans ces espaces commémoratifs, par exemple, aux dates d'anniversaire, c'est une très bonne opportunité pour faire les partages de ce souvenir. Donc de créer des souvenirs partagés, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas vécu l'événement de l'intérieur, mais qui peuvent, pour autant, avec ces témoignages et l'expérience de ces autres sinistrés, construire une mémoire et réactiver cette mémoire collective et locale des risques. Voilà, je ne sais pas si ça c'est un petit peu plus clair. Une question pour toi également. Oui, tout à fait. En fait, je vais répondre très simplement. C'est la préfecture qui pilote en fait cette demande à laquelle nous avons répondu favorablement. Je pense qu'en fait, c'est piloté par un inspecteur du second degré, Monsieur Ménard. On pourrait très bien partager en fait nous la collecte d'informations et ensuite pouvoir donner soit à Francisca Espinosa, enfin, ou la Pirois, de toute façon, les résultats de ce projet. Mais l'objectif, c'est en fait que nos élèves interrogent les anciens pour qu'il y ait une communication et une transmission, en fait, de la mémoire des anciens, avant qu'elles ne se perdent, et pouvoir en faire un projet, c'est-à-dire, je sais pas, ça peut être un panneau, tout simplement, où il y a des écrits, des vidéos et plusieurs supports qui permettent justement de monter ce projet. Voilà. Merci. On peut juste prendre 2 minutes pour prendre encore 2 petites questions. On en a une en ligne d'Isabelle Chabanier, représentante de l'IRD. Pascal, pardon. Pascal, tu es toujours là? Sinon, on avait une question en salle également. Du coup, si on peut passer un micro, monsieur, j'ai retenu qu'il était historien, si vous voulez juste vous représenter, monsieur, s'il vous plaît. Donc, je ne sais plus ça. Oui, Vincent Mativé, donc je suis historien, je suis professeur d'histoire géo en lycée, géographie, et donc c'était plus une remarque qu'une question. C'était pour dire que au lycée aussi, les programmes de 2015 ont beaucoup accentué sur cette transition humanitaire. La notion de transition est au cœur des programmes d'histoire géo en seconde. En histoire, la notion de
de mémoire est essentielle. En EMC, on travaille sur l'éthique. Donc, voilà, c'était pour vous dire que depuis hier, moi, je suis ravi d'être là. Toutes les conférences, j'apprends plein de choses. Et je trouve que c'est une mine de connaissances pour les profs d'histoire géo, entre autres. Et ma question, qui est plus une remarque, c'est comment faire partager tout ça, tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, comment prolonger un petit peu ça, parce que il y a une mine de connaissances. Merci à Madame Espinosa sur la mémoire qu'on ne sait pas, mais sur toutes les autres conférences, sur l'océan Indien, sur les inégalités de développement, sur les choses aux Comores. Voilà, donc ma question, on a discuté aussi le rôle de la Croix-Rouge. Il y a beaucoup d'élèves aussi qui souhaitent travailler dans l'humanitaire aujourd'hui. Et la question sur l'orientation aussi, sur comment faire passer, parce que c'est très compliqué parce que, de travailler sur ça. Et donc je pense que c'est vraiment des demandes, des sujets qui passionnent les élèves de lycée. Voilà, donc, c'est moins une question, c'est l'envie de prolonger tout ce qu'on a fait et tout ce que vous nous avez apporté comme connaissance aujourd'hui. Donc un grand merci. Merci d'être venu, et puis c'est pas fini, là, donc il y en a encore à apprendre toute la journée. Juste quelques éléments comme ça, mais donc Isabelle l'a mentionné, on travaille avec le rectorat pour voir comment poursuivre au-delà de la 6e cette diffusion au sein du cadre scolaire. On travaille aussi dans le cadre un peu plus grand public, y compris à La Réunion, avec des outils un peu différents. On est là sur des outils de réalité virtuelle, sur des choses un peu plus interactives aussi pour toucher. Tout à l'heure, notre collègue Navine mentionnait les réseaux sociaux à Maurice pour toucher du coup un peu plus les adolescents, jeunes adultes. Et puis je dirais que quelque part aussi, on est aussi nous soumis à la disponibilité des financements pour pouvoir toucher des publics plus larges. On a aussi des niches de publics spécifiques, les professionnels, les journalistes, les touristes qui peuvent être aussi spécifiquement ciblés sur ces thématiques. Donc voilà, et puis je pense que les partenariats, quelque part, se répartir ces divers publics et du coup la mobilisation des acteurs, de l'ensemble des acteurs de la prévention en général, de la gestion des risques de catastrophe en particulier, est d'autant plus importante. Je ne sais pas si Isabelle, tu souhaitais réagir également. En fait, j'ai parlé surtout du projet Paré pas Paré, mais on a d'autres projets. Il y a le Volcano Game Jam Junior, en fait, qui s'effectue également. On a le projet CatMe, qui est vraiment piloté par la Pirois et sur lequel nous nous engageons totalement et qui ouvre en fait l'espace aux collégiens et lycéens également et qui vient de démarrer il y a 2 ans maintenant, mais qui prend de l'essor et les enseignants sont ravis, les élèves aussi, donc c'est vraiment avec de la théorie et de la pratique. Donc petit à petit, en fait, ça va arriver aussi au niveau des lycées, ne vous inquiétez pas, il faut juste nous laisser un peu de temps, parce que comme je le disais voilà, tout à l'heure, et vous connaissez bien la maison, voilà, il faut du temps pour que ça se mette en place et que ça devienne vraiment opérationnel et proactif, quoi. Allez, merci Isabelle, merci monsieur. On prend une dernière question de Pascal qui est en ligne. Pascal Chabanier, Oui, la représentante d'IRD. Merci, je ne suis pas très loin de vous, mais en tout cas merci pour toutes ces interventions vraiment passionnantes. Et j'ai une question peut-être, parce que je pense que le temps passe, à part à Isabelle, en fait, sur les enseignements qui sont faits. Moi, je trouve ça vraiment extrêmement intéressant. Donc, c'est des choses aussi qui m'interpellent beaucoup et dans lesquelles je suis pas mal impliquée. Et en fait, vous avez parlé à un moment d'évaluation et je voulais savoir un petit peu, est-ce que vous pourriez préciser davantage qu'est-ce qui est évalué et comment vous le faites? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui sont utilisés pour évaluer l'impact de ces enseignements sur les scolaires? Quel type d'évaluation en fait? Je voulais avoir un peu plus de précision là-dessus. Alors c'est plutôt une évaluation pour connaître les connaissances avant que les modules ne soient diffusés aux élèves. Et puis, l'évaluation au final, elle est plus diagnostique et elle permet en fait d'évaluer surtout qu'est-ce qu'ils ont retenu. Vous voyez, parce que sur une année scolaire, 3 heures sur une thématique, ça reste faible. Donc c'est pour voir aussi est-ce qu'il y a un impact et qu'est-ce qu'ils ont retenu, qu'est-ce qui les a marqués. Donc, ça, c'est pas vraiment une évaluation qui va être comme celle des mathématiques ou du français. Hein. C'est mis en œuvre par l'enseignant dans sa classe et ensuite il renvoie les questionnaires qui sont traités par la Pirois.
Et c'est vrai, si je peux rebondir là-dessus, je pense que ça serait super intéressant pour un chercheur d'essayer de voir comment ces scolaires qui ont reçu cet enseignement, d'arriver à les suivre dans le temps et je ne sais pas, voir un peu si jamais effectivement il y a un cyclone ou un risque. Alors, on en a parlé avec la Pirois, puisque en fait, on s'est dit, on pourrait faire un appel, enfin c'est eux qui nous ont demandé si on pouvait faire un appel, en fait, sur des élèves, par exemple, qu'on aurait eu en 2011-2012, et qui aujourd'hui seraient au lycée, 10 ans plus tard, par exemple, ou 8 ans plus tard, de les retrouver, et puis de voir justement qu'est-ce qu'ils en ont retenu. Est-ce qu'ils ont eu la possibilité de mettre en œuvre des enseignements qu'ils auraient pu garder en tête parce que ça les a marqués. Je sais que quand on a dans nos établissements scolaires, quand on a des personnes qui viennent de l'extérieur, telles que la Pirois l'a fait pendant des années avec les bénévoles, bien souvent les élèves en gardent une trace plus marquante au niveau de leur perception de ce qu'ils ont entendu, et que ça pourrait aussi avoir été des informations marquantes parce qu'ils en ont reparlé à la maison, parce qu'ils ont vu quelqu'un de nouveau dans la classe. Voilà. Bon, en tout cas, mais je reste ouverte. Hein, enfin, vous pourrez demander. On continuera à discuter sur le sujet. Bien En tout cas, sûr, merci, bien sûr, avec plaisir. Vous pourrez demander mes coordonnées à Eric. Voilà, je vais rapidement remercier les intervenants, Francisca et Navine qui sont toujours en ligne. Merci Amber, Emmanuel et merci Isabelle du coup d'avoir participé. Je ne vais pas conclure cette table ronde puisque la discussion est loin d'être terminée. J'ai l'impression on va pouvoir continuer pour ceux qui sont là au déjeuner, pour ceux qui sont en ligne par mail, par téléphone si vous le souhaitez. Je l'ai juste, parce qu'on a pris pas mal de retard là, Virginie, si tu veux bien clôturer cette matinée. Merci à tous. Merci beaucoup Eric. Bon, un retard, c'est pas très grave quand on a autant de substances et c'est vraiment un plaisir de rentrer dans ces débats. Alors oui, on continue et pour répondre à votre question, vous voyez, c'est ça le et après qu'on essaye de monter et de penser tous ensemble. Et effectivement, on espère bien que ça va donner lieu aussi à des projets et des suites concrètes et des innovations. Donc pour ceux qui sont à distance, on se retrouve à 14h heure de la Réunion pour la table ronde numéro 6. Et puis, pour ceux qui sont en présence à Saint-Denis, il y a les repas qui vous attendent dehors. Je vous remercie, à tout à l'heure. Merci Eric pour cette table ronde très riche.